Merci d'être présent ce soir pour ce nouveau Café des Sciences. Donc ce soir, on va parler génétique et évolution chez les plantes. Et on va découvrir comment la nature peut générer autant de diversité. Donc pour nous parler de ce sujet, on accueille Pascaline Salvado, qui est chercheuse en post-doctorat à l'IRD et qui travaille sur le projet Dopamix. Voilà, donc je vous laisse avec Pascaline. Bonne soirée. Merci. Donc bonsoir à toutes et à tous. Donc déjà, je voudrais remercier la Canopée des Sciences de me donner l'opportunité de présenter mes travaux aujourd'hui. Et donc, comme le titre l'indique, ce soir, on va parler d'orchidées et de palmiers, mais surtout d'ADN, puisque l'ADN, c'est notamment un outil qui permet d'élucider les mystères de l'évolution des organismes vivants. Et donc, ce soir, on va plutôt se concentrer sur des plantes. Donc, je vais vous présenter dans un premier temps des résultats de mes recherches de thèse qui ont porté sur des espèces d'orchidées du genre Ophrys. Et puis, dans un second temps, je vous présenterai le projet Dopamix, qui est porté par Louise Brousseau à l'IRD en Guyane, et qui porte donc sur des espèces de palmiers de la forêt amazonienne. Alors, j'aimerais commencer cette présentation avec une question assez large, qui est pourquoi existe-t-il autant de formes de vie sur Terre ? Donc, par exemple, pourquoi on a des oiseaux avec des becs complètement différents ? Pourquoi on a des espèces de plantes avec des morphes, par exemple des morphes roses ou des morphes jaunes ? Comment on observe des patterns complètement différents sur les ailes des papillons ? Donc c'est tout un tas de questions que les biologistes de l'évolution se posent depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et pour répondre justement à ces questions, ils utilisent un petit peu des espèces stars ou des espèces modèles, dont vous avez quelques photos ici. Donc on a par exemple les pinsons de Darwin des îles Galapagos, les cyclidés des lacs africains, les papillons Heliconius d'Amérique du Sud, mais aussi des espèces de plantes avec les tournesols ou les silver sword hawaïens. Donc toutes ces espèces ici, elles représentent une incroyable variation qui a été créée dans la nature. Et donc la question finalement qu'on peut se poser, c'est comment cette diversité apparaît. Donc pour répondre à cette question, il faut imaginer ici une population fictive avec une espèce de plante à fleurs bleues. Et cette population, elle va être soumise à différents mécanismes. D'une part, des mécanismes qui vont créer de la différence entre les individus d'une population. Donc ces forces qui créent de la différence, elles peuvent être liées au hasard, avec la dérive génétique, ou à la sélection, à travers des facteurs environnementaux, par exemple. Donc dans un climat sec et chaud, par exemple, certains individus vont être mieux adaptés. Et donc au fur et à mesure, la sélection va pouvoir agir pour sélectionner certaines caractéristiques, comme par exemple des racines plus profondes, des feuilles plus épaisses, ou certaines colorations qui permettent de protéger des UV. On a également la sélection sexuelle, ou la capacité d'attirer un partenaire pour se reproduire. Donc, par exemple, chez les espèces Mimulus, les morphes rouges vont attirer plutôt les colibris et les morphes roses vont plutôt attirer des abeilles. Et donc, ça va permettre notamment d'avoir deux morphes qui vont se différencier au sein d'une espèce. Et enfin, on a des interactions écologiques comme la compétition ou la prédation, par exemple. Cette population, elle va également être soumise à d'autres mécanismes, cette fois qui vont favoriser du mélange et donc réhomogénéiser les individus. Donc on appelle ces forces le flux de gènes. Et au final, si les forces qui créent de la différence sont plus fortes que les forces qui vont homogénéiser, on va pouvoir avoir l'apparition ici de deux nouvelles espèces, une à fleur foncée et une à fleur claire. Et donc c'est ce qu'on appelle le processus de spéciation. Alors il faut garder en tête que ce processus de spéciation, il n'est pas irréversible et des espèces qui se sont séparées vont pouvoir se remélanger et se reséparer au fil du temps et dans l'espace. Donc tout au long de ce processus de spéciation, il va y avoir des petites choses invisibles qui vont se passer et donc c'est des différences dans l'ADN. Et il est important de comprendre les différences dans l'ADN qui vont se mettre en place puisque ça va être notamment la source, mais aussi le moteur de la divergence évolutive, donc de la création de nouvelles espèces.
Parmi ces sources de variation génétique, on va avoir par exemple la mutation, la variation ancestrale, mais aussi l'hybridation par exemple. Donc c'est les trois que je vais présenter un peu plus en détail. Donc par exemple pour la mutation, donc vous en avez tous probablement entendu beaucoup parler pendant le Covid, notamment avec l'émergence de nouveaux variants. Et donc avant de parler de mutation, je voudrais brièvement rappeler la définition de l'ADN. Donc on va considérer que l'ADN, c'est un petit peu le mode d'emploi qui dicte comment fabriquer un organisme. Et donc ici, par exemple, une mutation, ça va être une faute de frappe dans ce mode d'emploi. Si cette faute de frappe dans le mode d'emploi, elle ne permet pas de fabriquer un individu viable, ces mutations, ces fautes de frappe vont être directement éliminées de la population. Mais on va pouvoir avoir, et souvent c'est le cas, des mutations, des fautes de frappe qui finalement n'ont pas vraiment d'effet sur les organismes et donc qui vont être maintenus dans les populations. Et c'est finalement assez rare qu'une mutation ou qu'une faute de frappe confère un avantage adaptatif aux individus. Donc par exemple que ces fautes de frappe permettent une meilleure survie et une meilleure adaptation, une meilleure reproduction de ces individus, même si bien sûr on a des cas parfois qui le montrent. Mais dans tous les cas, la mutation, ça va être un processus qui est relativement lent et qui va être lent pour donner de nouvelles espèces. Ensuite, le deuxième processus de variation génétique, c'est la variation ancestrale, ou autrement dit, c'est la variation qui existe en stock dans une population. Et donc finalement, la sélection, elle aura juste à trier cette variation qui existe déjà pour donner ici, par exemple, deux nouvelles espèces, une à fleur foncée, une à fleur claire. Le problème ici, c'est que dans ces nouvelles populations, la variation est réduite et donc ça va être de plus en plus difficile pour la sélection d'agir. Mais en tout cas, c'est un processus qui va être plus rapide pour mettre en place de la diversité, puisqu'on va avoir seulement à trier ce qui existe déjà par rapport à la mutation. Et enfin, le troisième processus qui est le plus fascinant, c'est l'hybridation. Donc l'hybridation, ça va être quand deux espèces qui se sont séparées vont se remélanger. Et donc elles vont pouvoir donner tout un tas de nouvelles combinaisons possibles. Alors bien sûr, il y aura des combinaisons qui ne vont pas être viables et qui vont être éliminées de la population. Mais certaines combinaisons vont être particulièrement adaptées à un habitat. Et on va avoir ici la formation de 3 nouvelles espèces. Et ce qui est intéressant avec l'hybridation, c'est que ça permet une diversification, ça permet tout un tas de nouvelles combinaisons possibles. Et donc de créer une diversité importante sur une faible échelle de temps. Ici, un autre schéma pour illustrer un peu plus l'hybridation qui est assez parlant. Donc quand on a deux objets faits de briques de Lego différentes, quand ces objets vont se mélanger ou ces espèces vont se mélanger, elles vont mettre en commun tout un tas de briques et on va pouvoir les réassembler de tout un tas de façons différentes avec ces nouveaux objets qui vont être adaptés à différents habitats, que ce soit maritimes, aériens ou terrestres. Et ensuite, ces objets vont pouvoir à leur tour à nouveau s'hybrider, se mélanger et donner ce qu'on appelle des bursts secondaires de diversification, avec une explosion un petit peu de la diversité, donc de nouvelles espèces qui vont être créées. Et ce qui est intéressant ici, donc, c'est que contrairement à ce qu'on a pu penser pendant longtemps, l'évolution, c'est pas seulement des mutations lentes qui vont s'accumuler, mais c'est aussi du recyclage, du tri de ce qui existe déjà, des mélanges, de l'hybridation et donc des raccourcis spectaculaires qui peuvent donner des naissances à beaucoup d'espèces sur une faible échelle de temps, sur un faible pas de temps. Donc la question qu'on peut se poser ici, c'est finalement, est-ce qu'on peut observer ces processus en train de se produire dans la nature ? Et c'est un petit peu la question que j'ai essayé d'attaquer avec ma thèse. Et donc notamment, le modèle OFRIS permet d'aller chercher des questions comme ça, puisque c'est des espèces qui vont se mélanger, s'hybrider, et donc qui vont permettre d'observer ces processus de spéciation justement en train de se faire. Donc pourquoi le modèle OFRIS est un modèle particulièrement intéressant ? Contrairement à beaucoup de plantes qui utilisent par exemple du nectar pour attirer les pollinisateurs et donc les récompenser en quelque sorte, les orchidées du genre Ophrys, elles vont se reproduire par ce qu'on appelle la tromperie sexuelle.
Alors qu'est-ce que la tromperie sexuelle chez les plantes ? En fait, la fleur va imiter la morphologie et la couleur des femelles, mais pas seulement, elles vont aussi émettre des composés chimiques qui ressemblent aux phéromones des femelles réceptives des pollinisateurs. Et donc les mâles vont être leurrés quand ils vont sortir. Ils vont pouvoir détecter ces composés chimiques qui ressemblent aux phéromones. Ils vont penser que c'est une femelle, et puis peut-être que globalement, de loin, ça ressemble plus ou moins à une femelle. Et donc ils vont s'approcher de la fleur, ils vont essayer de copuler sur la fleur. Et en faisant ça, ils vont s'accrocher du pollen sur la tête ou sur l'abdomen. Puis au bout d'un moment, ils vont éventuellement se rendre compte qu'ils se sont un peu fait avoir. Puis ils vont repartir et éventuellement se faire avoir une deuxième fois. Et ils vont pouvoir déposer donc le pollen sur un autre individu et permettre la pollinisation. Donc c'est vraiment une spécialisation intense entre une espèce de plante et une espèce de pollinisateur. Et justement, cette spécialisation entre les deux, c'est l'hypothèse pour expliquer la diversification explosive du genre Ophrys lors des 5 derniers millions d'années, puisqu'on compte jusqu'à 350 espèces d'Ophrys, ce qui est assez impressionnant vu le faible pas de temps, justement. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a autant d'espèces d'Ophrys ? Et donc l'hypothèse, elle est résumée ici avec ce schéma. Donc on a par exemple ici une espèce d'Ophrys qui est pollinisée par un pollinisateur ici en gris. Un jour dans la population, il y a un individu qui est capable de produire une nouvelle odeur. Alors ça peut être via mutation, via tri de variations déjà existantes ou d'hybridation, comme je le disais en introduction. Et l'hybridation, elle est très probable chez Ophrys, puisque c'est des espèces qui s'hybrident dans tous les sens. Mais en tout cas, cet individu, il est capable de produire une nouvelle odeur, ce qui lui permet d'attirer un nouveau pollinisateur. Et au fil du temps, la morphologie de la plante va pouvoir s'adapter à ce nouveau pollinisateur, et on va avoir l'émergence d'une nouvelle espèce. Donc vraiment, l'hypothèse sur pourquoi on a autant d'espèces d'Ophrys, elle est vraiment basée sur la capacité des individus à produire de nouvelles odeurs. Donc pendant ma thèse, moi je me suis surtout concentrée sur 3 espèces d'Ophrys qui font toutes les 3 parties du groupe Insectivora, qui est localisé ici dans le genre Ophrys, parmi les 8 lignées que l'on compte. Et pour replacer un petit peu les espèces dans le contexte géographique, donc moi j'ai étudié Ophrys subinsectivera, qui est endémique des pentes sud des Pyrénées ici, et qui est pollinisée par un symphyte. Une généraliste, Ophrys insectivera, qui est présente un petit peu partout en Europe et qui est pollinisée par une guêpe. Et Ophrys emonini, qui elle est endémique des Grands Causses et qui est pollinisée par une abeille. Donc on a étudié principalement 2 zones de contact. La première ici, où justement l'endémique d'Espagne se croise avec la généraliste insectivera. Et une deuxième zone de contact ici, où Ophrys emonini est en contact avec, à nouveau, la généraliste insectivera. Et justement, sur le terrain, on a observé des individus qui étaient vraiment intermédiaires entre les espèces, et justement, on ne savait pas les assigner à une espèce ou une autre. Donc ça, c'est déjà un signe que ces espèces elles continuent de se mélanger, et elles donnent donc des individus hybrides entre ces différentes paires d'espèces. Donc finalement, la première question que je me suis posée pendant ma thèse, c'est finalement, est-ce que ces 3 espèces sont vraiment bien distinctes ? Ou bien est-ce qu'elles sont justement au début du processus de spéciation, elles sont en train de se différencier ? Ou bien peut-être qu'elles se sont déjà différenciées et en fait elles sont en train de se remélanger. Donc pour répondre à cette question, on est parti sur le terrain et on a récolté tout un tas de données. Donc déjà des données pour caractériser la morphologie, la couleur et les odeurs des fleurs, et l'ADN bien sûr de tous ces individus. Et donc en tout, j'avais 240 individus sur 12 populations différentes. Donc là, c'est nos sites d'études. Donc on en avait quelques-uns dans les Grands Causses, en Espagne, et on avait des sites contrôle où il y avait seulement la généraliste entre les deux. Donc dans un premier temps, j'ai pris beaucoup de mesures de ces 240 individus sur les 4 années du projet. Donc on a mesuré
à la fois la longueur, la largeur de la fleur, la longueur, la largeur du labelle, qui est le pétale principal, des petits pétales, des sépales, mais aussi la hauteur totale de la plante et la distance entre le sol et la première fleur et le sol et la seconde fleur. Ce qui m'a donné tout un tas de mesures dont je vais vous présenter les résultats principaux juste après. Ensuite, donc, j'avais des données de couleurs. Donc, pour avoir des données de couleurs, on a pris des photos calibrées sur le terrain. Et ensuite, j'ai utilisé un outil informatique qui permet d'assigner chaque pixel de la photo à un bin de couleur, une catégorie de couleurs. Donc moi, j'ai choisi d'avoir 8 bins de couleurs à chaque fois. Et donc, ça permet en fait d'avoir des profils de couleurs pour chaque espèce, pour chaque individu. Et notamment d'avoir des données quantitatives de couleurs. Donc finalement, ce qu'on peut ressortir de ces résultats de morphologie et de couleurs, c'est que les deux endémiques, donc Ophrys subinsectifera en Espagne et Ophrys emonini en France, elles présentent des fleurs plus petites que la généraliste Ophrys insectifera, ce qui pourrait suggérer que c'est une adaptation à de plus petits pollinisateurs, puisque subinsectifera elle est pollinisée par un symphyte et emonini par une abeille qui sont plus petites que les guêpes qui pollinisent insectifera. Et ensuite, donc, comme vous avez pu voir ici sur les profils de couleurs, les deux endémiques, elles ont également des profils assez similaires en termes de couleurs, avec beaucoup de jaune et de marron foncé, alors que la généraliste, elle est plutôt dans les tons rouge, rose pâle. Et donc finalement, on peut voir, et c'est assez intéressant, que de part et d'autre, dans les deux zones de contact, finalement, les deux endémiques, elles ont évolué vers des morphologies et des couleurs similaires de façon indépendante. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la convergence évolutive. Et donc c'est assez intéressant de voir que pour se différencier de la généraliste, les deux endémiques ont utilisé des voies assez différentes, mais qui mènent à la même morphologie, aux mêmes couleurs. Donc ensuite, j'ai essayé de caractériser les odeurs de ces individus. Et ce qui ressort de ces analyses, c'est que finalement, on n'a pas des composés complètement différents entre ces espèces, mais plutôt des compositions et des concentrations en termes de composés qui va permettre de différencier ces espèces, mais ce n'est pas des composés complètement différents. Et donc ensuite, je vais passer aux analyses de génétique. Donc on voit ici une sorte de carte. Donc chaque point, ça représente un individu et les couleurs représentent les sites différents. Et ici, plus deux points sont rapprochés, plus ça veut dire que ces individus sont proches génétiquement, et plus ils sont éloignés, plus ils sont éloignés génétiquement. Et ce qu'on peut voir grâce à cette carte, c'est que finalement en Espagne, la généraliste insectifera, elle est très bien différenciée de l'endémique emonini. On est soit ici et on est la généraliste, soit ici et c'est l'endémique. Donc on peut très bien les différencier, elles sont très bien différenciées d'un point de vue génétique. Par contre, en Espagne, c'est pas du tout le même scénario. On va avoir donc toujours la généraliste ici, insectifera, et l'endémique subinsectifera ici. Mais entre les deux, on a tout un tas d'individus qui sont intermédiaires et qui sont aussi intermédiaires en termes de morphologie. Donc il semblerait qu'en Espagne, les espèces soient beaucoup moins différenciées par rapport au cas en France. Et donc ça, ce que ça suggère, c'est que finalement, ces deux paires d'espèces, elles ne sont pas au même niveau de la spéciation. Et donc ici, ces deux espèces sont bien différenciées. Elles sont à la fin du processus de spéciation, alors que ces deux espèces, c'est beaucoup plus flou et peut-être qu'elles sont en train encore de se mélanger, ou bien peut-être qu'elles se sont séparées et elles sont en fait en train de se remélanger plus récemment. Donc moi, j'avais pas assez de résolution dans mes données pour trancher sur un scénario ou un autre, mais dans tous les cas, c'est assez intéressant de voir que dans les deux zones de contact, on n'a pas le même scénario qui se met en place. Ensuite, avec ces données génétiques, on peut aussi réaliser d'autres analyses comme des scans de génome. Donc en fait, on va lire un petit peu l'ADN des individus de gauche à droite. Chaque point, ça correspond à une portion de l'ADN. Et plus le point est haut sur la verticale, plus cette région génétique permet de différencier les espèces. Donc ici, on peut voir entre la généraliste insectifera et l'endémique de France emonini
qu'on a des régions du génome qui permettent de bien différencier ces espèces. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont toutes regroupées sur des petites zones de l'ADN. Et donc finalement, pour qu'on ait l'émergence d'espèces différentes, c'est pas la peine de modifier l'ensemble du génome, mais juste toucher des petites régions comme ça peut suffire à créer de la différence et donc une émergence de nouvelles espèces. Donc ces structures, comme ça, on appelle ça des îlots génomiques qui permettent de différencier les espèces. Et notamment dans cette zone ici, au début du chromosome 10, qui permettent de différencier les espèces, on a tout un tas de gènes liés justement à la morphologie, donc avec des gènes de morphologie, des gènes d'odeur, des gènes de couleur. Et donc finalement, il suffit de modifier un petit peu des combinaisons dans cette région-là et on va pouvoir modifier les caractéristiques visibles de la fleur et donc potentiellement avoir l'émergence de nouvelles morphologies et donc d'attirer de nouveaux pollinisateurs et d'avoir l'émergence de nouvelles espèces. Et ces structures en supergènes, c'est intéressant puisqu'elles ont été d'abord découvertes chez des espèces modèles, donc par exemple chez les papillons Heliconius. Mais maintenant que le séquençage est de moins en moins coûteux, on va dire, on peut étudier de plus en plus d'espèces et justement ces structures en supergènes, elles sont de plus en plus retrouvées. On a de plus en plus d'articles qui mettent en avant ces structures en supergènes. Donc par exemple chez la fourmi, chez la sardine, mais aussi chez des plantes avec la prime vert ou Mimulus. Et donc finalement, même la question qu'on peut se poser, c'est si ces structures en supergènes ne seraient pas la règle plutôt que l'exception pour créer et donc favoriser l'émergence de nouvelles espèces. Donc maintenant, on va refaire un petit saut géographique. On va retourner en Guyane et je vais vous présenter le projet sur les palmiers. Donc le projet s'appelle le projet Dopamix et donc le point commun avec ma thèse, c'est notamment des questions sur l'évolution, comment l'évolution façonne la diversité du vivant et surtout comment cette histoire elle peut s'écrire dans l'ADN et comment est-ce qu'on peut la décrire justement à travers des analyses génétiques. Donc depuis des milliers d'années, les populations humaines d'Amazonie, elles utilisent certaines espèces de palmiers, notamment pour se nourrir, mais aussi pour fabriquer des vanneries, donc que ce soit des nasses à poissons ou des hôtes agricoles. Et même si ce n'est pas de la sélection comme on connaît aujourd'hui dans l'agriculture moderne, ces peuples, ils auraient pu favoriser certains individus avec certaines caractéristiques intéressantes. Donc ça pourrait être par exemple des fruits plus sucrés ou des feuilles plus résistantes ou plus élastiques. Et donc finalement, la question qu'on peut se poser ici, c'est comment l'environnement et l'humain ont influencé l'histoire évolutive des palmiers et est-ce qu'on peut trouver des traces de cette sélection dans l'ADN. Donc pour répondre à cette question, on étudie 5 espèces différentes de palmiers qui sont les espèces les plus utilisées en Guyane. Donc on a le kunana, le murumuru, le wasai, le patawa et le komu. Et on étudie notamment 3 sites différents. Donc le premier, il s'appelle MC87 et il est proche de Regina. Un autre dans la réserve naturelle des Nouragues et le mont Galbao. Et le point commun entre ces 3 sites, c'est justement qu'ils ont des traces de présence humaine via notamment ce qu'on appelle des montagnes couronnées, qui sont en fait des fossés circulaires. Donc c'est des fossés circulaires qui ont été creusés par des populations précolombiennes et donc qui sont des preuves un petit peu de l'occupation de ces peuples et qu'ils auraient aussi aménagé le paysage. Donc pour ces 3 sites ici, on a réalisé ce qu'on appelle des transects. Donc en fait c'est un trait de 1 km de long qui va passer par une montagne couronnée ici, par un bas-fond, puis une montagne adjacente. Et sur ce transect de 1 km, on a échantillonné tous les palmiers qui font partie des 5 espèces que je vous ai montrées, tout le long du transect. Et donc l'idée, c'est de voir si les individus qui sont justement proches de ces montagnes couronnées qui auraient pu être influencées par les peuples précolombiens, présentent des caractéristiques différentes ou des différences dans l'ADN
par rapport aux individus qui sont plutôt éloignés des perturbations humaines potentielles. Donc à chaque fois sur ces transects, sur les 3 sites différents, on a collecté différents types de données. Donc des données de phénotype, donc des caractéristiques visibles. Donc dans un premier temps, on a pris la morphologie, donc des mesures des fruits, la taille des fruits. On a également identifié les composés chimiques présents dans les fruits. Et enfin, des propriétés biomécaniques des feuilles. Donc ça, c'est le travail de Paul Cattelino qui est en dernière année de thèse à l'IRD en Guyane, et qui a justement essayé de caractériser les propriétés biomécaniques comme la résistance ou l'élasticité des feuilles, donc pour voir si justement les individus proches de ces montagnes couronnées présentent des caractéristiques différentes par rapport au reste de la population. Et enfin, on a caractérisé l'ADN de tous ces individus. Alors c'est des analyses qui sont encore en cours, mais l'idée c'est de notamment mener des études de génétique comme ce que j'ai pu faire pour les orchidées, mais aussi d'essayer de relier les différentes données et de voir si on a justement certaines caractéristiques qui auraient pu être sélectionnées par les peuples humains, et si ces caractéristiques sont liées à certaines régions de l'ADN des individus. Donc un premier résultat sur la structure génétique de ces 5 espèces de palmiers. Donc sur ce graphique, chaque petit trait, ça représente un individu et une couleur représente un groupe génétique. Et donc sur le logiciel, on peut lui demander de classer, de regrouper ces individus de façon différente. Et si on regarde l'encadré ici en noir, on peut voir qu'on a des groupes génétiques qui correspondent vraiment à nos 5 espèces. Donc ici le patawa en jaune, le komu en rouge, le wasai en vert, le murumuru en orange et le kunana en bleu. Et donc ce qu'on peut dire ici, c'est que finalement ces 5 espèces de palmiers, elles sont très bien différenciées génétiquement. C'est assez facile de les différencier. C'est pas comme chez les ophrys où ça s'hybride un petit peu dans tous les sens. Là, on a vraiment la capacité de distinguer ces espèces d'un point de vue génétique. Ensuite, le deuxième outil qu'on peut utiliser sur ces données génétiques, c'est à nouveau les scans de génome, où on va lire le génome de gauche à droite. Et donc ici, par exemple, les points qui sont assez hauts, c'est des régions génétiques qui permettent justement de différencier les individus proches des sites perturbés par les populations humaines du reste de la population. Donc il semblerait qu'on ait des régions génétiques qui pourraient justement avoir été sélectionnées par ces peuples précolombiens. Et justement, ces régions génétiques, elles correspondent à des gènes qui sont impliqués notamment dans la défense contre certains pathogènes et contre le stress hydrique. Donc c'est assez intéressant de voir que potentiellement, peut-être ces peuples précolombiens auraient pu sélectionner ces régions génétiques, peut-être parce que c'était des individus qui survivaient mieux. Et donc c'est des résultats assez préliminaires et j'espère que je pourrai en dire un peu plus assez vite. Mais donc voilà, c'était tout pour ma présentation. Et je voudrais remercier l'équipe dans laquelle j'ai réalisé ma thèse et mes encadrants, Joris, Bertrand et Anaïs, et surtout l'équipe d'Opamix de l'IRD en Guyane, dont Louise Brousseau qui dirige l'équipe. Et je voudrais vous remercier aussi pour votre attention, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors merci Pascaline. Donc en effet, si vous avez des questions, voilà, levez la main et puis je vous amènerai le micro. Déjà merci Pascaline pour ta présentation. Moi j'avais une question concernant le transect qui a été réalisé là sur 1 kilomètre, c'est ça je crois. Ouais. Est-ce que vous avez une répartition homogène des différentes espèces, des 5 espèces étudiées, et combien vous avez, enfin ça m'a peut-être échappé, hein, tu l'as peut-être dit, mais combien il y avait d'échantillons, combien vous avez récolté d'échantillons? Alors oui, effectivement c'est une difficulté aussi pour analyser les données, c'est que les espèces ne sont pas forcément réparties de façon homogène le long du transect.
Par exemple, on va avoir les wasai qui sont un peu regroupés dans les bas-fonds. Et justement, c'est quelque chose que j'essaye de prendre en compte dans les analyses, de pouvoir justement regarder vraiment les individus qui sont proches de ces zones perturbées, des individus qui sont plus éloignés, donc indépendamment pour chaque espèce. Et pour le nombre d'individus, en génétique, en tout cas, on en a plus de 1500 individus. Du coup, ça fait beaucoup à suivre. Bonjour, merci pour la présentation. Je me demandais s'il y avait des orchidées en Guyane qui utilisaient la pollinisation par l'air, parce que j'ai vu que le genre Ophrys n'était pas présent sur le territoire. Alors la tromperie sexuelle, c'est effectivement, c'est pas que chez les orchidées. On trouve aussi des cas, par exemple chez des astéracées. Mais après en Guyane, sur les orchidées, pas à ma connaissance, mais après peut-être que c'est juste que je sais pas. Mais en tout cas pas à ma connaissance. Ok, merci. Bonjour, hein. C'est quoi juste une espèce? Oui, on pourrait parler pendant longtemps sur la définition des espèces, mais ici, en tout cas chez les orchidées, on peut pas dire qu'une espèce, on peut pas utiliser la définition classique d'une espèce qui consiste à dire qu'une espèce c'est juste des individus qui peuvent se reproduire entre eux, puisqu'on a beaucoup d'hybridation entre les espèces différentes. Donc je pense que la définition de l'espèce dépend beaucoup des modèles qu'on étudie. On peut adapter la définition à tout un tas de contextes différents. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non. Ah. Merci Pascaline pour cette présentation. J'ai une petite question sur ta thèse, donc notamment sur les orchidées. Tu as dit que c'était en Espagne, il me semble, où il y avait pas mal d'hybrides entre les deux modèles que tu as étudiés. J'aurais voulu savoir, peut-être que je l'ai raté, si justement ces hybridations, tu as dit que c'était pas au même stade de séparation d'espèces que par rapport en France. Est-ce que tu as exploré si c'était une diversification en cours ou un cas de second contact? Donc, est-ce que tu as des informations sur ça? Justement, c'est quelque chose que j'ai essayé de tester avec différents modèles. Mais du coup, c'est des données RADSEC. Et j'ai pas assez de résolution pour discriminer un scénario ou un autre. Donc, c'est une question qui reste question encore ouverte. D'accord, merci. Une dernière question? Non? Eh ben, merci beaucoup pour ta présentation. Merci à tous pour votre attention. Désolée pour les petits soucis de lumière, de petits bruits là-haut, désagréables. Nous, on se retrouve le 25 juin. Ah, il y avait une autre question, pardon, je l'avais pas vue. Non, désolé. Hein. Alors, c'est une question un peu... Alors, c'est pas du tout de la provocation. C'est un peu pour savoir comment utiliser ces informations. À quoi ça sert, concrètement. Je suis agronome, et du point de vue de l'agronome, c'est vrai qu'on se pose la question de l'utilité, en fait, de cette connaissance génétique. Et je peux prendre deux exemples, guyanais ou amazoniens. L'exemple de l'ananas. Alors, sur chaque savane roche on va dire, du plateau des Guyanes, on a des formes différentes d'ananas.
Et donc, quand le CIRAD a commencé à faire des collectes et faire de la génétique, on s'est aperçu que même si on pouvait arriver à 500 types différents, au final, la diversité, elle ne portait que sur 2 gènes. Et donc, ça ne suffisait pas à séparer vraiment des espèces, comme les botanistes avaient procédé antérieurement. Et en fait, on a une seule espèce avec une variation génétique énorme liée en fait à des adaptations phénotypiques, enfin au milieu. Donc ça, c'est l'exemple de l'ananas, où on voit une application très concrète en génétique pour la sélection agronomique. Et on a d'autres exemples, comme par exemple le coupoissou, qui est en fait, contrairement au cacao, où on a pas mal de diversité génétique, le coupoissou, il y a très peu de diversité génétique, donc on pense que c'est une sélection très récente. Et en fait, ça pose des questions agronomiques du point de vue de l'adaptation aux pathogènes, etc., etc. Donc, en fait, voilà, j'ai pris ces 2 cas pour poser vraiment la question de à quoi ça sert, en fait, cette connaissance sur la génétique, comment ça peut, au-delà de la compréhension, on va dire, enfin de la recherche, de la dimension purement recherche, comment est-ce que ça peut être appliqué? Merci. Merci pour la question. Donc, à quoi ça peut servir? Donc, du coup, dans le cadre du projet Ofris et du projet sur les palmiers, ce qui est intéressant, c'est qu'avec cet outil génétique, on peut potentiellement identifier des individus qui sont mieux adaptés, par exemple, dans un contexte de changement climatique. Et donc, avec des modèles, on peut aussi essayer de prédire quels individus seront les mieux adaptés et donc potentiellement d'orienter un petit peu les stratégies de conservation. Et aussi le fait chez Ofris de pouvoir savoir si ce sont des espèces bien séparées ou non, ça permet aussi d'un point de vue des gestionnaires d'avoir plus de poids, de dire si c'est des espèces différentes, de notamment avoir des statuts de protection pour les espèces et ce genre de choses. Donc je dirais que ça a un intérêt surtout au niveau de la conservation, plus qu'un intérêt finalement agronomique ici, même si c'est bien sûr des questions qui pourraient être adressées, mais en tout cas c'est pas l'objectif de ces projets-là. Pas de dernière question? Ok. Et merci pour cette réponse. Et donc, je disais tout à l'heure, on se retrouve le 25 juin pour le prochain Café des Sciences, qui sera sur la qualité des eaux de baignade avec GNE. Voilà. Donc, merci encore à tous pour votre attention, pour vos questions. Et bonne soirée et à très bientôt.